Lagny-sur-Marne, le 13 mai 2013. Cette nuit-là, tout paraît calme et paisible dans ce quartier résidentiel. Pourtant, Françoise Maréchal se réveille en sursaut. Elle a un mauvais pressentiment. Je me suis réveillée en pleine nuit. Et je regardais l'heure. Il était exactement 2 h du matin. Et je me suis dit, oh là là là, il faut que j'aille chercher ma fille, il faut que j'aille chercher Maud. Maud n'est qu'à 2 rues de là. La jeune femme de bientôt 21 ans passe sa soirée chez des amis. Je dis à Michel, je vais chercher Maud. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, Maud elle est avec Marion, il n'y a aucun risque, je vois pas ce qui pourrait lui arriver. C'est la première fois que ça m'arrive, jamais je me réveille la nuit, je suis quelqu'un qui dort bien. Françoise parvient à se rendormir. Pourtant, son intuition était la bonne. Quelques minutes plus tard, sa fille va être sauvagement assassinée. Brûler vive une personne comme ça est totalement inédit. On imagine les souffrances qu'elle a dû endurer. Comment on peut immoler une personne? Dans ses fréquentations, il y avait des individus pas très fréquentables. J'ai entendu un message vocal où il lui dit qu'il va brûler sa maison et toute sa famille avec. Maud était inquiète. On se dit que peut-être c'est quelqu'un qu'on connaît, que peut-être c'est quelqu'un qu'on a consolé. Et ça, c'est dur. J'aurais jamais pensé que ça pourrait nous arriver à nous, dans le groupe d'amis. Pourquoi? Personne ne mérite de mourir comme ça. Tout commence quelques heures seulement avant le drame. Maud Maréchal vit encore chez ses parents, dans cette banlieue pavillonnaire de la région parisienne. Mais comme la plupart des jeunes femmes de son âge, elle aime passer du temps en compagnie de ses amis. Quand moi je rentre, elle me dit je vais vite manger avec vous, mais après je repars parce qu'on a prévu une petite soirée comme ça avec mon amie Marion. Alors, les jeunes, hein. Ils veulent toujours sortir, donc du coup elle s'en va, elle nous dit bon ben voilà je suis chez Marion ce soir et on se reverra demain. Souvent, on faisait des soirées un peu improvisées, que ce soit chez les uns ou chez les autres. Le plus souvent, c'était quand même chez moi, puisque mon père travaille à l'étranger et que j'avais ma maison pour moi. Une soirée des plus habituelles pour Maud. Rien ne laisse présager que la jeune femme vit ses derniers instants. Marion habite à Lagny-sur-Marne aussi, derrière chez nous. Elle n'est pas très loin, elle a même pas, on va dire 600 mètres. C'était comme une soirée qui était programmée vraiment à la dernière minute. Personne n'est au courant que Maud se trouvait à cet endroit-là, ce jour-là. Les parents de Maud sont en pleine confiance, car à cette soirée, il n'y a que des proches de leur fille. Maud est la première à être arrivée. C'est la première personne qui m'a parlé à l'école primaire et c'est devenu du coup ma première copine à Lagny. Et depuis, on était inséparables. Puis Lauriane nous a rejoints. J'ai rencontré Maud par le biais de Marion et puis l'amitié s'est développée comme ça. On se voyait le week-end, pendant des soirées et puis on a passé des vacances collées, voilà, toutes les trois. Ensuite Sébastien. J'ai connu Maud parce qu'on avait des passions communes comme le sport. Du coup, on a commencé à faire connaissance comme ça. Et Nicolas et Vincent sont arrivés en dernier. Maud a toujours squatté, on va dire, avec nous. Donc elle a grandi aussi avec mes amis. Donc pour eux, entre guillemets, c'était aussi un petit peu comme leur petite sœur. Ce soir-là, j'ai rien remarqué d'étrange chez Maud. J'ai remarqué aucun stress, aucune inquiétude. Elle était comme d'habitude. Elle était sereine. Ma sœur, ça faisait plus de 2 semaines et demie, 3 semaines quasiment que je l'avais pas vue.
Quand je l'ai retrouvée, elle était joyeuse, tout allait bien, elle revenait de vacances, elle était toute bronzée, toute contente. On était posés autour de la table basse dans le salon, fumer des cigarettes, un peu bu mais pas énormément, enfin voilà. Puis on discutait quoi, elle nous a raconté ses vacances et puis voilà. Elle est contente de nous montrer son bronzage. Elle était comme d'habitude, toujours avec le sourire, toujours marrante. Ce soir-là, Maud est au centre de l'attention et c'est souvent le cas. Comme le montrent ces images, filmées quelques semaines seulement avant le drame. Maud, c'était un petit rayon de soleil. Elle était solaire, c'est une fille, quand elle arrivait, on la voyait. Ma sœur, elle était plutôt gentille, très aimable et plutôt bien élevée. Et puis, toujours une oreille attentive avec les amis. C'est elle qui nous faisait se lâcher, danser, chanter, crier. Enfin, elle m'a vraiment libérée, elle m'a appris à m'amuser. La soirée chez son amie Marion est agréable. L'ambiance est au beau fixe, jusqu'au départ des premiers invités. Vers 23h minuit, les personnes commencent à partir. Tout d'abord, Lauriane. Je suis partie dans les premiers parce que je travaillais le lendemain. Le lendemain, je travaillais. Je décide du coup de partir de la soirée. Je propose à ma sœur de la raccompagner, de la redéposer en voiture jusqu'à la maison. Donc elle me dit que non, que demain elle ne travaillait pas, que Marion non plus. Et puis vu que je savais que mon meilleur ami Sébastien, qui était encore à la soirée, avait l'habitude de la ramener quand je partais un petit peu plus tôt, donc lui il la ramenait à pied. On était en bas de la rue, concrètement, de chez mes parents à chez Marion, il y avait 5 minutes à pied. Je me suis dit que tout allait bien se passer. C'est à ce moment précis que la vie de Maud Maréchal va basculer. Elle ne se doute pas qu'en déclinant la proposition de son frère, elle se met en grand danger. Je serre ma sœur contre moi, donc je lui fais un câlin et donc je lui dis à très vite, de toute façon on se revoit dans la semaine. Donc elle me dit oui, pas de souci, avec un grand sourire. Ce soir-là, oui, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Moi je suis parti peut-être une demi-heure après, je sais pas longtemps après. J'ai des regrets. Des regrets d'être parti ce soir-là, de ne pas être resté comme d'habitude. Si je serais resté, je l'aurais accompagné sûrement jusqu'à chez elle. Après, je serais redescendu jusqu'à chez moi, puis la vie elle serait complètement différente maintenant. Je reste avec Maud un petit peu, puisqu'on a des choses de filles à se dire. Au même moment, à 600 mètres de là, la mère de Maud, Françoise, se réveille. Souvenez-vous, le fameux pressentiment. Une intuition. Et je me suis dit, oh là là là, il faut que j'aille chercher ma fille, il faut que j'aille chercher Maud. Je lui ai dit, écoute, parce que Maud elle est avec Marion, il n'y a aucun risque, je vois pas ce qui pourrait lui arriver. Et Maud est la dernière à partir aux alentours de 2h, 2h30. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai regardée partir jusqu'à ce que je la vois plus au niveau de la haie et puis j'ai été me coucher. Aux alentours de 3h du matin, une patrouille de la ville de Lagny-sur-Marne fait la découverte macabre du corps d'une jeune femme totalement carbonisée dans un quartier résidentiel de la ville. Lors d'une patrouille, sans aucune explication, ils font cette découverte. Alors, qu'est-il arrivé à Maud Maréchal cette nuit du 13 au 14 mai 2013 ? Pour le comprendre, les enquêteurs vont passer le quartier au peigne fin, interroger tous les voisins. Et voici le scénario qu'ils sont parvenus à reconstituer.
Grâce au bornage du portable de Maude, il est possible de préciser l'heure à laquelle la jeune femme a quitté le domicile de son amie, Marion. On détermine qu'au cours de la soirée, le dernier texto qu'elle reçoit, c'est à 2h06 la nuit des faits. Et elle y répond à 2h20, 2h21 quand elle sort de chez son amie. Donc elle quitte son amie qui habite rue des Iris. Elle emprunte directement l'avenue du Docteur Infroy, qu'elle descend jusqu'à l'avenue des Glycines, où ses parents occupent un pavillon qui fait l'angle de la rue. Seulement, sur son trajet, elle va croiser un individu qui semble étrangement rôder dans les environs depuis plusieurs heures maintenant. Il y a eu un rôdeur qui a été aperçu ce soir-là par plusieurs personnes. Il y a des témoins qui ont constaté un monsieur qui a été repéré le soir du meurtre 3 fois. On l'a vu à 23h30. Ensuite à minuit, après vers 1h du matin, un homme d'une taille d'environ 1m70-72 avec une capuche sur la tête, comme si on cherchait à dissimuler le visage. Quelqu'un qui rôde dans ce secteur où il n'y a que des résidences, donc normalement on a des gens qui rentrent chez soi qui partent, on n'a pas de gens qui traînent comme ça. Tout porte à croire que Maude a tourné au coin de la rue de son amie et que son agresseur s'est dirigé tout droit vers elle. On retrouve avenue du Docteur Infroy, le mégot de cigarette partiellement fumé par Maude, puisque le mégot, on le retrouve au sol non écrasé et une partie de la cigarette s'est consumée sur place. Donc on peut imaginer le scénario suivant. Maude sort de cette soirée, arrive sur le trottoir, allume une cigarette et elle est à ce moment-là agressée. Donc, elle a très vraisemblablement été surprise au moment où elle allumait cette cigarette. On a remarqué la présence, à côté du mégot de cigarette, d'une espèce de traînée, on va dire, d'1 mètre de long à peu près, de liquide, comme si de l'essence avait été projetée sur 1 mètre de longueur. Sachant que l'essence est très volatile, ça peut vouloir dire qu'au moment des faits, il y en avait encore plus. Les analyses qui vont être faites sur les vêtements et sur le corps de Maude Maréchal vont permettre d'affirmer qu'elle a été brûlée avec de l'essence de voiture. Je ne suis pas sûr que l'agresseur soit venu pour discuter. Je pense qu'il était déterminé. Il a un flacon contenant d'essence. Il asperge Maude avec le contenu de la bouteille. À ce moment-là, elle essaye de fuir et il va jeter soit un briquet, soit une allumette. Elle fuit, mais elle est rattrapée par le feu. Une question se pose. Pourquoi Maude, en voyant un inconnu approcher, n'a-t-elle pas rebroussé chemin? Il y a peut-être une explication. On retrouve son téléphone branché avec les oreillettes. Comme tous les jeunes de son âge, on imagine qu'elle écoutait de la musique en marchant. Et dans ces cas-là, forcément, on n'entend pas ce qui se passe autour de soi. Et si l'homme à la capuche attendait précisément la jeune femme? Impossible à ce stade de l'affirmer, même si cela est très probable. L'agression de Maude est quelque chose qui se fait très rapidement. C'est un coup qui est forcément préparé, rodé. L'agresseur sait qu'il a 3-4 minutes pour la tuer, pas plus. La façon dont la victime a été agressée nécessite forcément que cet agresseur l'ait attendu, qu'il ait disposé du matériel pour pouvoir la brûler, donc de l'essence. Donc il fallait disposer d'un récipient et puis d'un briquet ou d'une allumette, de quelque chose qui mette le feu. N'écoutant que son courage, Maude Maréchal parvient à s'échapper une première fois. Les policiers retrouvent sa trace quelques dizaines de mètres plus loin.
D'un côté du carrefour, on retrouve le sac à main de Maude entièrement calciné. Juste à côté, il y a le briquet rose dont sa maman nous dit qu'il appartient bien à Maude. Et à côté, il y a le téléphone de Maude qui est allumé avec des écouteurs accrochés au téléphone. On retrouve un bout de lacet. Tous ces éléments qui sont retrouvés sont bien évidemment saisis, placés sous scellé et envoyés pour analyse technique. Seulement, en regardant attentivement le trajet de la jeune femme, il y a quelque chose d'anormal. Là, il y a un carrefour. Et dès qu'elle est agressée, elle tourne à droite. Elle est réagressée à droite, elle repart à l'opposé, alors que ses parents sont toujours là. C'est pas logique. Et là, elle est imbibée d'essence. Hein, et là, il y a la mise à feu. Comment peut-on espérer une logique dans de pareilles circonstances? Totalement désorientée, Maude Maréchal poursuit sa route. Mais il est trop tard. La jeune femme ne va pas survivre à l'attaque. De l'autre côté du carrefour, on retrouve donc le corps de Maude sur la voie publique. Les 40 mètres qui séparent le dépôt du sac à main et le corps sur le trottoir, c'est certainement la très courte période qui lui a permis où elle a tenté de s'échapper en fait à ces flammes qui étaient en train de la brûler. Elle est allongée sur le flanc gauche, en position fétale. Son corps est brûlé, pour la plus grande partie dans le haut du corps, donc et beaucoup le visage. Les vêtements qu'elle portait en haut sont quasiment inexistants. Il ne reste que quelques lambeaux. Maude Maréchal est morte en quelques minutes dans d'atroces souffrances. Un meurtre que les policiers ne découvrent qu'environ une demi-heure plus tard. Le corps a fait l'objet d'une autopsie. Le médecin légiste a déterminé que Maude avait été morte asphyxiée par l'inhalation des fumées qui ont été provoquées par l'incendie de son corps, ou en tout cas des vêtements qu'elle portait. C'est une mort atroce, c'est une mort barbare. Son corps ne présentait aucune trace de défense, aucune autre blessure. Elle est morte, brûlée vive. Un meurtre commis comme ça, c'est extrêmement rare. Donc le mode opératoire utilisé, qui consiste à brûler vive une personne comme ça, est totalement inédit. Non seulement à Lagny-sur-Marne, mais de manière générale sur le territoire national. Une personne qui se permet d'ôter la vie à quelqu'un, c'est pas possible. C'est inacceptable. Personne ne mérite de mourir comme ça. Le lendemain matin, persuadés que leur fille a dormi chez son amie Marion, Françoise et Michel, les parents de Maude, partent au travail comme si de rien n'était. Et ils ne vont pas remarquer la présence des policiers à 2 pas de chez eux. Maude a été agressée à l'angle de notre rue, à peu près donc 150 mètres d'ici. Pourquoi j'ai pas pris cette rue-là pour descendre en voiture pour me rendre à mon travail? Ce jour-là, j'ai fait le tour du pâté comme ça. Pourquoi? C'est bizarre, hein? Peut-être qu'elle a voulu me préserver. Et ce n'est qu'en fin de matinée que Michel Maréchal va le premier apprendre l'atroce nouvelle. J'ai l'ARH qui m'a appelé. Il était midi, donc elle m'appelle, elle me dit « Vous pouvez passer s'il vous plaît à la mairie ». Il y avait 3 personnes qui m'attendaient, donc c'était les gens de la PJ de Versailles. « On est là pour votre fille, Maude Maréchal. C'est bien votre fille ?» Je lui dis « Oui, c'est bien ma fille, oui ». Et là, bien sûr, il y a l'annonce. Il me dit carrément votre fille est décédée, cette nuit elle a été agressée. Voilà. Je n'ai pas réagi tout de suite, mais j'étais dans un état second. Je comprenais pas. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible, c'était un mauvais rêve, quoi. Soit un coup de fil de mon père. La voix un peu tremblotante, on va dire. Je l'entends pas pleurer, mais presque. Donc je m'inquiète tout de suite. Il me demande de venir en urgence à la maison.
Et je vois mon père assis à la table avec un policier. Et c'est là où mon père il m'annonce que ma sœur est décédée. Voilà, je l'entends pleurer au téléphone qui me dit qu'il arrive un malheur à Maud. Quand j'arrive, en fait, je le vois en fait. Quand vous pensez que vous allez la voir, elle n'est plus là. Elle fait plus partie de ce monde. Du jour au lendemain, il n'y a plus de filles. Elle n'avait plus de filles. Pour moi, le plus difficile, c'est peut-être la manière dont elle a été tuée. Parce qu'on ne pense pas perdre son enfant comme ça, c'est pas possible. C'est inimaginable. Jamais j'aurais pensé que Maud puisse partir dans cette souffrance. Et pourquoi elle? C'est des choses qu'on entend à la télé, qu'on voit dans des films, c'est des choses qu'on entend aux infos. Évidemment, je demande tout de suite à aller voir le corps en disant moi, je peux reconnaître le corps de ma fille, vu qu'elle avait un tatouage sur le bras. Et là, on me dit mais votre fille est brûlée, vous verrez rien. C'est super difficile, quoi. Quand on voit notre fille dans ce cercueil, avec un voile sur le visage, parce qu'elle a été brûlée, et qu'on a envie quand même de l'embrasser, et on nous dit il ne faut pas retirer ce voile, je vous le déconseille, ne le faites pas. Si vous voulez garder une belle image de votre fille, ne le faites pas. C'est terrible. Alors je me suis mis au pied de son cercueil, j'ai plongé ma main pour attraper ses petits pieds. Je savais que ce serait la dernière fois que je toucherais ma fille, quoi. Voilà. Et le plus douloureux pour les parents de Maud, c'est qu'ils revivent en permanence le drame. À 2 pas de chez eux, la chaussée garde en effet les stigmates de l'agression. C'est effondré exactement là, ici. Donc elle avait, je pense, elle avait ses jambes qui étaient sur le sol, là, ici, à cet endroit-là, sur la chaussée, et le haut du corps qui était sur le trottoir. Sur le trottoir. Et juste en face de cet endroit-là, d'ailleurs même les arbres jamais repoussé. n'ont jamais repoussé. Très vite, le meurtre de Maud fait la une des médias. Et les questions sur l'identité de l'agresseur fusent. Terrible découverte à Lagny, en Seine-et-Marne. Maud, âgée de 21 ans, a été brûlée vive près de chez elle. Je suis arrivé à 4h30, il n'y avait pas de bruit. C'est un voisin qui était à 11h, il n'a pas entendu non plus. On n'a rien entendu. Qui fréquentait-elle? Est-elle repartie seule de cette soirée ou a-t-elle croisé plus tard son agresseur sur le chemin du retour? Alors, qui est ce mystérieux agresseur? Pour le déterminer, les enquêteurs ne vont pas avoir la tâche facile. Il n'y avait pas de vidéosurveillance,
Il n'y a pas de témoin direct, bien sûr, sauf à ce que quelqu'un l'ait vu et ne se soit pas manifesté. Les gens dorment. Donc, pas de témoins oculaires, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de vidéosurveillance. Seulement certains voisins vont apporter une information capitale. L'agresseur de Maude pourrait être un proche. Des témoins nous disent qu'ils ont entendu des cris et éventuellement une personne, une voix féminine dire « arrête » plutôt aux alentours de 2h40. Donc ça pourrait être quand même l'heure privilégiée pour la commission des faits. On a 2 témoins. Un monsieur qui dit qu'au moment où il va se coucher vers 2h30 du matin, il va entendre un cri de femme. Il est à côté de son épouse qui, elle, est dans un semi-sommeil, qui, elle, dit entendre des propos « arrête, arrête ». Mais comme cette femme est à moitié endormie, on ne sait pas trop la valeur de son témoignage. Je pense que Maude connaissait la personne. D'ailleurs, quand elle a crié « arrête », elle n'a pas dit « arrêtez ». On se dit que peut-être c'est quelqu'un qu'on connaît, que peut-être c'est quelqu'un qu'on a consolé, que c'est peut-être quelqu'un qui a pris ses parents dans ses bras. Et ça, c'est dur. Je me suis posé la question de savoir pourquoi elle aurait mérité telle sentence. Je ne sais pas pourquoi cette personne-là a décidé que c'était la fin de sa vie. Comment on peut immoler une personne? Je me demande même à quel point on peut être déshumanisé pour pouvoir faire des choses comme ça. Pour découvrir si le meurtrier de Maude Maréchal est effectivement un proche, les policiers vont interroger tout son entourage, sans exception. Sur notre enquête, comme sur toutes les enquêtes criminelles, en fait, on emploie la technique que moi j'appelle celle de l'escargot, c'est-à-dire qu'on part de la victime et puis on commence par s'intéresser aux gens les plus proches de la victime et puis quand on arrive à déterminer qu'ils ne sont pas impliqués dans les faits, on s'éloigne un petit peu plus et on s'éloigne toujours un petit peu plus jusqu'à, en tout cas c'est ce qu'on espère, arriver à l'auteur des faits. Tout le monde est suspect et tant mieux. Ils m'ont un peu secoué. Qu'est-ce que tu sais pour... Je cherchais dans ma mémoire quel est l'indice qu'elle a pu me donner, cette pression de me dire peut-être que tu sais quelque chose. On va aller regarder ce qui se passe du côté des amis. Nous avons les 4 personnes présentes ce soir-là. Elles ont été entendues séparément. On a des versions qui sont tout à fait concomitantes. Alors, à moins d'avoir une association de malfaiteurs qui fait que les 4 soient complices, dont le frère, de l'assassinat de Maude, qui est quand même vraiment, à mon avis, très peu probable, lui fait des témoignages concordants et de l'organisation, des heures de départ, tout fait que tout coïncide sur ce qu'il raconte de cette soirée. Les 4 vont bien évidemment être mis hors de cause. Mais ce soir-là, chez Marion, il y a un grand absent. Alors forcément, les policiers s'y intéressent de près. À l'époque des faits, Maude s'était stabilisée au niveau sentimental. Elle avait un petit copain depuis quelque temps. Logan, c'est le copain de l'époque de Maude. Ça fait très peu de temps qu'ils sont ensemble. Logan, je ne le connaissais pas. Je sais que ma sœur avait pour projet de me le présenter. Logan, le voici. Il témoigne pour la première fois de son face-à-face avec les enquêteurs. Ils m'ont suspecté puisque j'étais le dernier, l'un des derniers à l'avoir vu, là. À l'annonce de la mort de sa petite amie, Logan est anéanti. Il n'y a pas beaucoup de mots pour expliquer le type de colère que j'ai pu avoir à ce moment-là, de haine et puis d'incompréhension, quoi. Enfin, y a des personnes qui brûlent des personnes, quoi. Ça a mis beaucoup de temps, déjà à ce que j'accepte, au point que même quelques jours après, j'ai continué encore à essayer de lui envoyer des petits messages. Malgré le choc, le jeune homme est soumis à un feu roulant de questions de la part des enquêteurs. En premier lieu, sur sa rencontre avec la jeune femme.
J'ai rencontré Maud dans un restaurant sur lequel je travaillais en tant que responsable. Elle a postulé et a commencé une période d'essai en tant que serveuse. Puis après 3 semaines d'exercice, elle n'avait pas fait l'affaire. Fin du premier acte. Deuxième acte commence dans une boîte de nuit où ils se retrouvent. Elle se fixe avec ce garçon qui est plus âgé qu'elle et qui lui apporte un peu de sérénité. Logan revient ensuite sur les dernières heures qu'il a passées avec Maud. C'était la veille de sa mort. Quand elle rentre de vacances du Portugal, on était attendus chez mes parents avec un petit repas de famille. La journée du lundi, avant que je la dépose, on a fait la grasse mat. Elle m'a fait part qu'elle voulait rentrer voir son frère et ses amis. Et à ce moment-là, je l'ai accompagnée jusqu'à devant chez ses parents. Les policiers se demandent alors pourquoi, dans ce cas, Logan n'était pas présent le soir du drame. Il me semble que le lendemain, je travaillais. Je voulais être à peu près frais pour le travail le lendemain. J'ai passé beaucoup de temps à m'accuser, entre guillemets, à me reprocher de ne pas avoir été sur les lieux de cette soirée. Nous avons évidemment travaillé sur ce petit copain pour lequel on a déterminé un emploi du temps et un alibi qui nous permettent de l'exclure de la commission des faits. Le petit ami hors de cause, les enquêteurs vont chercher parmi les fréquentations de la victime. Et la liste des suspects potentiels va forcément s'allonger. C'est une jeune femme très sociable, qui a beaucoup d'amis, qui sort beaucoup, qui est assez fêtarde. Seulement, avant de rencontrer Logan, Maud avait une vie bien moins rangée que cela. Alors Maud, elle avait de nombreuses qualités, elle avait aussi des petits défauts qui ont pu d'ailleurs entraîner sa mort. C'est que Maud, elle était vraiment très très gentille et un brin naïve. Ma sœur, à une époque, elle sortait souvent, très régulièrement même, malgré que mes parents ne soient pas d'accord. Elle faisait confiance à des gens facilement. Marion et moi, on était plus réservés. C'était pas notre style d'aller en boîte de nuit. On lui disait que elle devait faire attention. Elle fréquentait des personnes qui, pour moi, n'avaient rien à faire dans sa vie. Dans ces fréquentations, en particulier masculines, il y avait des individus qu'on va considérer comme pas très fréquentables parce qu'ils avaient des antécédents judiciaires un peu sérieux, de violence, d'agression sexuelle, de harcèlement. Tout ça, ça fait qu'elle évolue aussi dans un environnement amical qui a pu créer aussi un danger pour elle. Lors des entretiens avec les policiers, j'ai eu l'impression qu'il fallait aussi que je défende Maud. Je me suis mis à tout raconter, vraiment tout, c'est-à-dire ses relations. Et il y avait cette phrase que les policiers disaient « Ah oui, mais elle se mettait en danger. Ma cousine n'était pas une fille facile. Si on dit qu'une jeune fille aime plaire, on imagine tout de suite que c'est une fille qui va se jeter dans les bras du premier inconnu. Alors que non, c'est elle qui est la victime. Et que rien ne justifie un meurtre. » Alors, Maud aurait-elle été victime d'un terrible malentendu ? Parmi ces mauvaises fréquentations, quelqu'un aurait-il voulu se venger ? Ma sœur, elle avait des anciennes conquêtes, des personnes qu'elle avait rencontrées en boîte, qui la harcelaient régulièrement, qui l'appelaient souvent pour qu'elle se déplace jusqu'à chez eux. Dans ce dossier, on peut dire que, contrairement à d'autres dossiers, il y a beaucoup de suspects. Parce que Maud Maréchal suscitait des passions. Elle a pu aussi conduire un certain nombre de personnes. L'enquête a été orientée aussi sur ces personnes-là. On peut penser qu'il s'agit aussi bien d'un homme que d'une femme. On peut très bien penser que ça peut être une femme parce que Maud était une jeune fille jolie, qui plaisait beaucoup aux garçons et elle a pu rendre jalouse, pourquoi pas, une compagne qui aurait voulu se venger de cette façon. C'est tout à fait possible. Je pense, oui, il y a un crime passionnel, mais pas de la part d'une femme jalouse parce que... Enfin, je pense pas qu'elle s'y prendrait comme ça. Pour moi, c'est pas le style d'une femme. Mon instinct me dit que c'est un garçon.
puisque autour de ma cousine, les plus violents ont souvent été des garçons. Je pense à un homme qui aurait voulu peut-être juste la défigurer. Comme des fois il y a des attaques à l'acide. Peut-être c'est seulement ça, voilà, c'est qu'il n'a pas pu la voir et qu'il s'est dit si je peux pas la voir, personne l'aura. Selon les proches de Maude, au moment de sa mort, il y avait du changement dans la vie de la jeune femme. Et cela a peut-être envenimé les choses. D'abord, depuis sa rencontre avec Logan, la jeune fille faisait moins la fête. Quand elle était avec moi, je passais pas mal de journées chez mes parents où on allait se balader à droite à gauche. Et puis professionnellement, Maude semblait enfin avoir trouvé sa voie. Ma mère venait de lui proposer une immersion dans l'EHPAD dont elle était directrice. Elle était très contente de ce stage. Elle m'avait dit, tu sais maman, je crois que plutôt que d'être avec les gens les plus jeunes, je serais plutôt avec les personnes âgées parce qu'ils racontent un peu leur vie. Puis elle aimait bien, elle était un peu curieuse aussi. Je sais qu'elle avait pour objectif de devenir aide à la personne, ce qui lui collait super bien à la peau. Et à la fin du stage, elle nous a dit, papa, maman, voilà, c'est ce que je veux faire. Et effectivement, elle avait trouvé sa voie, quoi. Voilà. Malheureusement, peu de temps après, voilà, elle nous a quittés, quoi. Quelques jours seulement avant sa mort, c'est donc une Maude transformée que sa cousine Johanna retrouve en vacances. On parlait de tous les projets à venir. Et donc il y avait de l'entrain. Elle disait, je vais rentrer du Portugal transformée. Je vais perdre tant de kilos, je serai toute bronzée. Et puis dès que je rentre du Portugal, j'arrête de fumer. Mais pendant le séjour, quelque chose la tracasse. Et elle s'en confie à sa cousine. Quand j'étais au Portugal, en fait, elle m'a parlé effectivement de menaces. Un homme qu'elle a rencontré, il me semble en boîte de nuit, et il lui avait dit, si je te revois, gare à toi, quoi. T'as peut-être pas intérêt que je te revoie. Lorsqu'elle entend qu'un homme la menaçait, Johanna repense tout de suite à un épisode qui s'est déroulé quelques mois plus tôt. Je me souviens d'une soirée où j'étais au téléphone avec elle. Elle me dit qu'elle est près de sa fenêtre et elle me dit, il y a une voiture là qui vient de s'arrêter et qu'il y a deux hommes qui sont sortis avec un des hommes qui lui a fait un signe avec un doigt sous la gorge. Je lui dis, t'es toute seule? Elle me fait, non, Nico, il est dans sa chambre. Ils sont sortis, mais il n'y avait plus de voiture. Elle pensait que c'était le gitan. Je sais qu'elle a rencontré un garçon qu'elle appelait le gitan. Elle a dû le rencontrer en soirée, en boîte de nuit, mais après, je ne l'ai jamais vu, jamais rencontré. Cette personne, elle a été très imposante auprès de Maude. Au début, elle l'a vu un petit peu, et puis quand ça a commencé à devenir vraiment malsain, elle a arrêté de le voir. Dans les mois qui ont précédé son décès, elle a été victime de harcèlement de la part d'un jeune homme qui a été identifié, qui lui a vraiment pourri la vie, qui était agressif. Sauf que, quand Maude Maréchal se confie à sa cousine au sujet de nouvelles menaces, cette dernière ne prend pas la chose au sérieux. J'essaie de la rassurer, en fait. Et puis même, moi j'en étais convaincue. Pour moi, il y a un monde entre le fait de faire des menaces et ensuite de passer à l'acte. Moi, je pensais que c'était que dans les films qu'on voyait ça. Et pourtant, au fil des mois, l'homme s'était montré de plus en plus inquiétant. Nicolas, le frère de Maude, avait d'ailleurs dû intervenir. Échanger, pas par politesse du tout, pour le coup. Et au final, pour s'en débarrasser, ma sœur, en principe, avait changé de numéro. J'avais dit à Maude, écoute Maude, on va changer de téléphone, de numéro de téléphone, et puis on va aller porter plainte. Je lui avais redemandé plusieurs fois, est-ce que ça va mieux et tout ça. Elle m'avait dit, c'est fini, c'est terminé. Mais bon, le fait de changer de téléphone n'a pas suffi à faire stopper l'acharnement du gitan. En effet, Maude était persuadée que l'homme l'a traquée jusque devant chez elle. Comme le mystérieux rôdeur le soir de sa mort. Je me souviens, un soir, elle a vu quelqu'un en capuche, avec une capuche derrière la voiture. Et elle a tourné autour de la voiture et cette personne s'est enfuie.
Elle était vraiment paniquée parce qu'elle s'est dit mais peut-être que c'était lui. Un soir, Maud, elle a dormi à la maison et mon frère s'est levé très tôt pour aller travailler. Et en fait, il y avait un homme qui était allongé devant le portail de chez moi. Mon frère l'a réveillé pour lui dire de partir et on a longtemps suspecté avec Maud que ce soit le gitan. Ça a posé beaucoup de problèmes. Plusieurs fois, on l'a accompagnée, elle a déposé des mains courantes au commissariat de Lagny-sur-Marne. L'homme aurait même tout tenté pour reprendre contact avec Maud. Maud m'a raconté qu'il lui a même proposé de l'argent pour qu'elle couche avec lui, ce qu'elle a refusé. Il lui laissait des messages vocaux d'insultes, de menaces. J'ai entendu un message vocal où il lui dit qu'il va brûler sa maison et toute sa famille avec. Alors ce soir-là, le fameux gitan serait-il passé des menaces aux actes? Serait-il le meurtrier de Maud Maréchal? Il y a eu une enquête de police à son sujet, cet individu a été identifié. On s'est évidemment intéressé à lui dans le cadre de la mort de Maud, sans pouvoir ni l'inclure ni l'exclure de la liste des suspects. Cette piste s'est arrêtée tout simplement par le fait que son téléphone a borné à plusieurs centaines de kilomètres du lieu où Maud a été tuée. Donc, les forces de l'ordre sont parties du principe que, alors c'est pas un alibi puisqu'il n'était pas ce soir-là en présence de quelqu'un qui dit que, mais que son téléphone étant loin, on suppose que lui y était. Malgré tout, Nicolas le frère a des doutes. Car l'homme aurait très bien pu organiser sa vengeance à distance. Pour moi, avec les menaces de mort qu'il lui avait faites, etc., il n'y a pas de doute, c'est lui qu'on surnommait du coup le gitan. Donc après, soit il n'a pas agi tout seul, ou à la limite, il aurait peut-être pu envoyer d'autres personnes se salir les mains. Mais dans cette affaire, un autre homme attire particulièrement l'attention des enquêteurs. Lui aussi est un prétendant éconduit. On a une piste sur quelqu'un qui voulait sortir avec elle, mais qui n'obtenait pas satisfaction. Il y a quelqu'un qui s'est comporté un peu bizarrement dans les jours qu'on suivit. Quelqu'un qui n'était pas forcément proche de Maud, qui l'avait déjà vue aux soirées, mais sans plus. En fait, ce second suspect fait partie de l'entourage de la victime. Cette personne-là, moi je l'ai rencontrée par le biais d'un autre ami à moi. C'était donc l'ami d'un ami de mon fils. On n'était pas dans le groupe, le noyau dur des amis. Il avait des vues sur Maud et Maud ne voulait pas. Il en pensait un petit peu pour ma sœur. Ma sœur m'en avait déjà parlé à peu près. Pour elle, c'était pas possible. Dans le sens où c'était pas un garçon qui l'intéressait. C'était pas du tout quelqu'un avec qui elle s'imaginait un jour, quoi. Elle me disait non, moi, c'est pas mon genre, quoi. Que ce soit physiquement ou dans la personnalité, il m'intéresse pas. Ça se voyait qu'il avait un fort caractère. Voilà, il se prenait pas pour n'importe qui et ça se voyait qu'il avait pas vraiment qu'il était susceptible. Qu'il n'avait pas d'autodérision. C'était quelqu'un qui était tout le temps H24 éclaté, qui le matin il démarrait au whisky et le soir il terminait au whisky aussi, donc c'était pas quelqu'un que j'appréciais. Et vous allez voir que le comportement de cet amoureux déçu a de quoi intriguer. À commencer par sa réaction aux nombreux refus de Maud. Il n'a jamais eu de gestes déplacés envers Maud. Par contre, il a lancé certaines rumeurs auprès de son frère, comme quoi ils avaient eu des relations, alors que c'était pas arrivé. Et quand Maud a appris ça, elle était très en colère. Et puis son attitude le soir du meurtre ne plaide pas en sa faveur. Il savait que Maud se trouvait ce soir-là avec Marion et le groupe d'amis, dont mon fils. Et je sais qu'il a harcelé par téléphone pour savoir si elle voulait bien passer le voir. Il est dans le quartier et il a une attitude plus que pressante à l'égard de Maud.
Ce soir-là, il enverra de mémoire à peu près 13 SMS pour rentrer en contact avec Maud et cette dernière refuse. Refuse de sortir manifestement avec lui et lui ne l'entend pas. Et donc il insiste. Et si ce soir-là le jeune homme est dans le quartier, c'est pour une raison toute simple. À l'époque des faits, cette personne, elle habitait juste une rue au-dessus de là où on a retrouvé Maud. Il habitait, pas au milieu, mais il habitait très proche de chez mes parents. Et en fait, il était entre chez mes parents et Marion. Voilà, donc ma sœur était forcément obligée de passer devant chez lui pour arriver chez mes parents. Forcément, pour l'attendre à 2h40 du matin, il faut savoir d'une part qu'elle est là, donc qu'elle est rentrée de vacances, mais ça, il le savait. Et il faut savoir à quelle heure elle va sortir. Et c'est vrai que d'habiter en face, c'est quand même plus pratique que de venir en RER de l'autre bout de Paris. Et il a pour seul et unique alibi une soirée de beuverie avec un fond également de drogue qu'il aurait avec un copain, mais dont personne ne se souvient de rien. L'alibi qu'il a donné, il aurait été fortement alcoolisé ce soir-là et qu'il dormait. Connaissant entre guillemets un petit peu son penchant pour la boisson, qu'après je sais pas. Un suspect qui harcelait la victime, qui se trouvait à 2 pas de la scène de crime et qui dispose d'un alibi fragile. Pour les proches de Maud, cela fait déjà beaucoup. Mais il y a encore plus accablant. On sait aussi qu'il avait eu accès, une possibilité d'accès à des bidons d'essence qui étaient stockés chez un autre monsieur, et cet autre monsieur dit bien qu'il a un bidon qui a disparu. Après la mort de Maud, il a fait un tatouage avec son prénom sur son bras. Et il nous a tous dit que c'était son ex, alors que nous, on n'était pas au courant de cette relation, pas du tout. Et je pense que c'est faux. Je sais qu'il est parti en province, même peut-être 15 jours, 3 semaines après la mort de Maud. Donc je ne sais pas s'il fuyait ou si c'était prévu qu'il parte en province, je ne sais pas. Je ne saurais dire. Et il se pensait peut-être à l'abri, plus loin, peut-être. On s'est posé la question de savoir si c'était cette personne qui avait commis cet acte monstrueux. Nous, on ne fait que des suppositions. C'est vrai que cette personne, pour moi, il est susceptible d'être le coupable, c'est sûr. J'ai l'ultime conviction même que c'est lui. Voilà. Je le dis, j'ai l'ultime conviction que c'est lui. Les parents, eux, sont persuadés que c'est l'amoureux transi, donc le dernier suspect en date, qui aurait commis ce crime. Mais les parents ne sont pas des enquêteurs. Judiciairement, ça vaut rien, bien sûr. Il faut bien qu'ils se raccrochent à quelque chose. De toute façon, ils n'ont même pas pu voir le corps de leur fille. Pour Nicolas, en revanche, il est impensable que son ami puisse être responsable de la mort de sa petite sœur. C'est un ami, je le fréquentais très régulièrement, pratiquement tous les jours. On a partagé quand même pas mal de choses ensemble. Si réellement c'est lui, qu'il se dénonce, qu'il le dise. Qu'ils le disent parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. La piste de cette amie qui aurait pu en vouloir à Maud Maréchal parce qu'elle ne lui manifestait pas forcément d'intérêt est une piste qui est explorée, qui n'est pas du tout fermée, mais ça fait partie d'une piste parmi d'autres. Dans la famille, les parents sont persuadés que c'est le dernier suspect en date, l'amoureux est conduit, l'auteur, et puis le frère qui pense que c'est le gitan. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça repose sur rien de concret, et en tout cas, ça n'a aucune valeur juridique. En effet, à cette heure, aucun des 2 hommes suspectés n'est poursuivi pour le meurtre de Maud Maréchal. Ce qui est frustrant du côté de la famille de Maud, c'est que ce soit, on nous dit
On les a pas inculpés, ils sont pas écroués, ils sont pas mis en examen parce qu'on n'a pas assez. La justice considère que nous n'avons pas rassemblé suffisamment d'éléments permettant d'incriminer l'un d'eux pour qu'il fasse l'objet d'une mise en examen. Ce qui n'empêche qu'évidemment, on continue à travailler assidûment sur cette affaire parce qu'il y a des progrès de la science sur lesquels on peut se reposer, parce que la situation des faits il y a 8 ans n'est plus celle d'aujourd'hui, donc il y a peut-être des gens qui n'auraient pas parlé il y a 8 ans qui pourraient parler aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne sait qui a tué ma sœur, et ça fait 8 ans. J'ai toujours la haine, ça reste gravé. C'est sûr qu'il n'y a pas un seul jour où je pense pas à ma sœur. Maintenant, comme disent les policiers, il faut laisser le temps. Et le problème, c'est que le temps est trop long. Et j'essaye de garder de l'espoir, ouais. J'essaye. Il n'y a pas de visage pour l'instant. Et ça, c'est dur. Ce serait super de pouvoir pour la famille fixer notre colère, un peu notre peur aussi, puisque c'est normal, j'ai peur de cette personne. Savoir qui c'est, ça te permettrait même aussi de redonner un peu confiance en la vie, quoi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver qui a fait ça, pour que Maud puisse se reposer en paix et que ses parents puissent trouver un tout petit peu de paix en eux. Cette personne-là, moi, j'ai rien à lui dire. J'ai que de la haine pour lui. Et la seule chose que je lui dirais, c'est qu'il soit maudit pour l'éternité. Maudit pour l'éternité. Voilà, c'est ce que je lui dirais. Qu'il soit maudit. En attendant qu'enfin l'enquête permette de confondre l'assassin, pour la famille de Maud, le temps s'est arrêté. Je pense que mon oncle et ma tante restent dans cette maison puisque c'est celle qui a vu grandir leur famille, ma cousine. Que même c'est dans cette maison qu'ils ont partagé les souvenirs avec ma cousine. Si on reste dans cette maison aussi, c'est pareil. Plusieurs fois, on s'est dit, pourquoi rester ici? Parce qu'on s'accroche. On s'accroche, c'est de la rue. La chambre est restée intacte depuis son départ. Il y a toujours son odeur dans cette chambre-là. On sait très bien qu'elle ne rentrera jamais, mais tout est encore là. Et Michel et moi, on fait en sorte de continuer, d'être forts tous les deux. Et on tient pour pas sombrer. Parce qu'on pourrait sombrer, évidemment. Mais on peut pas, non, on se le permettra pas parce qu'il y a Nicolas. C'est très dur à vivre. J'ai beaucoup repensé à cette soirée-là. Je me suis toujours, entre guillemets, un peu voulu, on va dire, de ne pas l'avoir accompagné à la maison.